Père Favreau, déjà je me réjouis rien qu'à l'idée d'en parler. C'est vraiment un personnage, une figure importante. C'est vrai que je l'ai connu pendant à peu près 40 ans. Et même avant de le connaître, de l'avoir rencontré, j'avais l'impression un peu de le connaître déjà. Parce que Patrice, donc mon mari, qui a été un jeune accueilli au Château des Vaux, m'en parlait, m'en avait beaucoup parlé déjà. Et j'avais vraiment ressenti à travers ses dires l'importance qu'il avait eue pour lui déjà dans son parcours et l'importance qu'il avait sûrement aussi au château et à Auteuil, plus généralement. Oui, il a marqué notre vie parce que c'est lui qui nous a mariés et on voulait vraiment que ce soit lui. Et puis il a baptisé 3 de nos enfants sur les 4. Et donc il venait assez souvent à la maison. J'ai des souvenirs de ça et je me rappelle d'une fois, c'était très, très drôle. Il avait, je pense que c'était sa croix qui pendait à son cou. Et Marie-Estelle, qui est notre 3e, qui devait avoir, je sais pas, peut-être 4-5 ans, je ne sais plus trop, qui lui avait dit « Ah, mais t'as ton chronomètre !» T'as ton chronomètre. Donc elle voulait parler d'un chronomètre, elle avait sûrement repéré ça, je ne sais pas trop où. Et le père Favreau, on avait bien rigolé. J'ai connu le père aussi, comme professionnel, puisque j'ai travaillé au château, comme éducatrice, et puis dans d'autres fonctions. Il y avait chez lui déjà une bienveillance d'emblée, puis son être, sa barbe, là, son sourire, vraiment une bienveillance. Il y avait chez lui une vraie faculté de discernement et de cerner aussi les problèmes, les personnes. Il avait un raisonnement éclairé et donc ça rendait service à tout le monde, aussi bien aux jeunes qu'aux professionnels et qu'à l'encadrement aussi. Et il avait des paroles, je dirais presque qu'il pouvait guérir, ou du moins apaiser, ou ouvrir des perspectives. C'était tout ça le père Favreau. Donc je dirais que c'était un homme inspiré et inspirant. Il y a peu d'hommes qui savaient parler de la mission d'Auteuil de façon aussi inspirée que lui. Au nom de la mission d'Auteuil, à savoir l'accueil et l'accompagnement des jeunes, dans toutes leurs dimensions, et ça là-dessus, il insistait beaucoup, sur l'aspect global de l'accompagnement. Le truc qui était marquant chez lui, c'est qu'il savait sortir des solutions toutes faites, ou des cadres qui souvent s'imposent comme ça, par habitude, et surtout dans les institutions, où parfois il peut y avoir une lourdeur, des choses comme ça qui justement s'institutionnalisent. Et le Château des Vaux, vous pensez, un truc aussi gros, un gros navire, comme il aurait dit, parce que la métaphore de la marine était chez lui très présente, comme il disait, faut mettre le navire au vent, et puis après, il faut que tout le monde s'accorde dans la manœuvre. Il faut qu'il y ait un chef pour mettre la manœuvre en route. Ça, c'était des belles métaphores. Et bien lui, là où tout est lourd, là où il y a de l'inertie, il savait ouvrir des voies nouvelles. Il savait dépasser les cadres. Il savait être créatif. Notamment, je pense, pour des questions qui pouvaient aussi bien s'appliquer pour les jeunes et pour des stratégies plus institutionnelles. Donc ça, moi, j'appelle ça la folie anticipatrice. J'en ai parlé dans mon mémoire de recherche que j'ai fait sur Auteuil, et où j'ai eu la chance d'ailleurs d'interviewer le père Favreau pendant 2 heures. Et je crois que c'est Paul Fustier qui parle de ça, c'est un auteur dans le médico-social. Et il parle de ça, de cette folie anticipatrice à propos des fondateurs. Ils osent comme ça passer des barrières, ils osent abolir des murs pour regarder plus loin et pour regarder la mission et toute la noblesse que ça implique.
petit morceau pour vous raconter une histoire. Le père Favreau avait été voir sa maman à La Rochelle, elle commençait à vieillir et elle ne jouait plus du piano qu'elle avait dans son salon. Alors le père Favreau l'avait ramené dans notre salle à manger au château, dans le groupe de première des jeunes qui étaient au bac. Voilà. Et il m'avait demandé de jouer ce petit morceau devant mes camarades à la fin du repas. Et c'était avec plaisir que je l'avais fait. De temps en temps, ça lui prenait. Il mettait comme ça en valeur l'un ou l'autre d'entre nous pour distraire leurs camarades. Voilà, c'était aussi quelquefois lui qui faisait le clown. Il était capable de casser des briques sur le ventre d'un jeune, de faire du vélo à l'envers, ou de prendre un gâteau et d'entarter un des jeunes du groupe pour détendre tout le monde. C'est grâce au père Favreau que j'ai pu apprendre ce qu'était l'esprit de Pentecôte, le travail de l'Esprit Saint sur la personne, et notamment dans notre travail d'éducateur. Le père Favreau nous disait « il faut parler aux jeunes ». C'est important. Mais quand on est jeune éducateur et qu'on a des jeunes en face de soi, hein, des groupes assez nombreux de jeunes en face de soi, à peu près du même âge, c'est pas facile de prendre la parole et de leur parler, de leur dire des choses. C'est vraiment très difficile. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Et pourtant, il faut le faire. Si le père Favreau n'avait pas été là pour nous pousser à le faire, pour nous dire de le faire, eh bien, je pense qu'on ne serait peut-être jamais passé à l'acte. Voilà. Or, cette parole est essentielle. Au château, on nous parlait. Le père Favreau nous exhortait à parler aux jeunes quand on était éducateur. Voilà. Et grâce au père Favreau, bien, je me suis mis à le faire, et le faire très régulièrement, et peut-être aussi de plus en plus souvent. Alors merci, père Favreau. Le père Favreau, je l'ai côtoyé toute ma vie, finalement, à partir de 15 ans jusqu'à son départ. Il s'est occupé de nous, et particulièrement de moi, dans les années 70. Il a toujours été présent à des moments extrêmement importants, à des carrefours. Il a été là, des fois même, on se demande par quel miracle il était au courant ou qu'il était informé de ce qui se passait, mais il l'était. Et il savait derrière prendre les mots pour vous approcher, pour reprendre avec vous ces éléments qui vous tarabussaient. Voilà. Pour ça, il avait une grande sensibilité et aussi une grande compréhension et une approche qui n'avait que lui pour la faire. Il était tellement soucieux de comprendre ce que nous vivions qu'un jour, je suis allé dans son bureau. Il avait un certain âge déjà. Dans son bureau, nous on était en première, c'était les années 70, et il était en train de faire de la physique. Il avait un livre de physique et un cahier, et il faisait les exercices de physique. Pourquoi faisait-il de la physique à son âge? Tout simplement parce qu'il savait que le groupe dans lequel nous évoluions avait du mal en physique. C'était notre matière noire, on avait vraiment du mal à comprendre ce qui se passait. Et lui, il voulait comprendre de l'intérieur ce que nous vivions. Il voulait savoir là où on butait. Et pour ça, il fallait qu'il fasse la même démarche que la nôtre. Il n'y connaissait rien en physique, et bien il s'est mis à l'apprendre, à la travailler tout seul, de façon à mieux nous comprendre. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est aussi le père Favreau qui m'a appris un jour qu'il fallait faire les choses, qu'il ne fallait pas faire les choses à la place des jeunes. On était, comme je vous le disais, on travaillait ensemble sur les mêmes groupes à certains moments, notamment lorsque je travaillais au foyer des grands et que c'était la période des permis de conduire. Il y a une époque où le permis de conduire, on partait en groupe dans la région parisienne et on fréquentait une école de conduite où pendant 15 jours, tout le monde passait son permis en même temps. Donc nous avions loué un appartement pour 30 personnes près de Paris et nous y logions avec les jeunes. Un jour, on était tous les deux en train de faire la vaisselle. Lui à côté de moi, il essuyait, moi je lavais. Et tout d'un coup, il pose son chiffon, il me croise les bras et puis il dit « Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est là tous les deux à faire la vaisselle pendant que les jeunes sont à côté et sont avachis dans les canapés. » C'était pas possible. Vraiment, il ne pouvait pas supporter ça et moi je prenais conscience qu'à ce moment-là aussi, on était à côté de la plaque. Donc il est allé voir les jeunes, on est allé voir les jeunes et avec des mots simples, il a pu leur expliquer ce qu'on était en train de faire et que c'était peut-être pas tout à fait notre place d'être là pendant qu'eux étaient avachis devant la télévision. Voilà, petit message du père Favreau à la fois aux jeunes, mais aussi à moi, le jeune éducateur, qui a compris que faire, c'était beaucoup plus important que de faire soi-même et de faire à la place. Faire avec, voilà, c'était le maître mot de ce qu'il voulait nous dire. Plus tard,
j'avais été moi-même amené à prendre des responsabilités au château et j'étais devenu responsable des écoles. C'était aussi la grande époque où les ordinateurs s'étaient dans nos bureaux et on pensait qu'on pouvait gérer beaucoup de choses à partir de nos ordinateurs en restant dans nos bureaux. Alors le père Favreau nous a tannés, nous a exhortés à sortir de nos bureaux et de quitter nos ordinateurs pour aller à la rencontre des gens. C'était bien de faire fonctionner cette machine, mais c'était encore mieux d'aller passer du temps avec les gens, de perdre du temps avec les gens, de les rencontrer là où ils travaillent, de les écouter. C'était particulièrement important pour les professeurs qui étaient toujours seuls dans leur classe. Donc j'ai pris l'habitude, sous les conseils du père Favreau, et peut-être un conseil encore un peu plus appuyé, de faire ce tour des classes, d'aller voir les gens, de leur parler, de les écouter. Et ça a été une habitude que j'ai prise et que je n'ai plus quittée. Là aussi, c'était une nécessité que j'ai comprise plus tard, mais qui m'a rendu de grands services dans mon travail de manager. Voilà, donc autre point essentiel concernant le père Favreau. Lorsque Christian L'Oréal avait dirigé le Château des Vaux, il avait tout de suite intégré le père Favreau à l'équipe de direction dont il était l'aumônier. Et je me rappelle des positions du père Favreau qui étaient toujours très claires, très sensibles en même temps. Et il avait toujours une volonté intacte de faire les choses. Il disait, mais quand il faut le faire, il faut le faire. Ne jamais reculer, ne jamais se faire peur, avoir confiance. C'était son leitmotiv. Nous devions aller au bout de ce que nous avions envie de faire. Et là encore, il nous exhortait à aller au-delà de nos limites quelquefois, mais il savait dire l'essentiel, il savait nous conduire à l'essentiel. Antoine, tu es ancien du château. Oui. Tu as connu le père Favreau dans les années 70. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Le père Favreau était une personne très importante dans ma vie de lycéen et en arrivant au château, parce que c'est lui qui a déterminé ma vie future. Et c'est aussi lui qui m'a orienté en fonction de mes capacités. Et donc je lui en serai éternellement reconnaissant. Parce que sans lui, sans le château, je ne serais pas arrivé là où j'en suis. Je vois dans ce que tu dis que tu ne fais pas la différence entre le père Favreau et le château. Oui, parce que le père Favreau, c'est vrai qu'il a été un guide, mais le château faisait partie d'un environnement, d'un ensemble où on se sentait très très bien. Et la preuve, c'est que il m'est arrivé plusieurs fois de revenir le week-end, puisque j'habitais à 15 km du château, pour pouvoir être au château, être avec les copains. Ça ne doit pas se voir souvent quand tu es interne. Et c'est vrai que la vie au château était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. On se fait des amis à vie. Et ça, c'est quelque chose qui te marque et qui me restera marqué toute ma carrière, toute ma vie d'ailleurs. Le château, j'en suis très très reconnaissant au château. D'accord. Une anecdote peut-être entre le père Favreau et ta présence au château? Alors, ce que je me souviens très bien, c'est que le père Favreau n'avait pas peur de se mettre en situation. Et un jour, il nous faisait voir comment il fallait monter à la corde. Et il était en soutane, donc il a pris une de ses ceintures ou une cordelette. Son cordon, quoi. Son cordon qu'il avait autour de lui, et il l'avait passé entre ses jambes pour faire un sort de short. Et il était monté, il nous avait fait voir comment il fallait monter à la corde. Et ça,
ça m'est resté marqué. Une image formidable. Ah ouais. Merci Antoine. Je vois que tu es aujourd'hui dans la cuisine. Tu as appris le métier de mécanicien au château. Ouais. Alors comment on passe de la mécanique à la cuisine? Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fait d'être passé au château, on est sortis tous avec plus ou moins un minimum de diplôme. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on est arrivé à un niveau d'études qui nous permet à chaque fois de se réadapter à la vie professionnelle qu'on peut, à un moment de la vie, on est obligé de changer. Voilà. Et ça, c'est très important. Mais ça, je l'ai découvert après. Mais c'était bien l'héritage du château. Eh oui, c'est bien l'héritage du château. Et d'hommes tels que le père Favreau. Voilà. Merci Antoine. Merci Nelly. Pour moi, le père Favreau, en 3 mots, c'est la foi, le dévouement et le service. Sa foi d'abord, d'homme de Dieu, et sa foi en l'amour de Dieu, et aussi sa foi en la réussite des jeunes, sa foi dans les jeunes et à leur capacité de réussite. Ensuite, le service et le dévouement sont intimement liés. Le père Favreau a toujours été au service d'apprentis d'Auteuil et des jeunes du château d'Évaux et de Sannois en particulier, avec un dévouement parfois à la limite de ses forces. Tout cela, le père Favreau l'a fait avec la grandeur de la simplicité que nous lui connaissions. C'était vraiment un homme extraordinaire. La vie nous a permis de rencontrer un homme tel que lui et il aura marqué des générations et nous lui en sommes très reconnaissants. Parce que c'est l'évêque des jeunes, car il s'est beaucoup occupé des jeunes, il aime beaucoup les jeunes, et vous verrez tout à l'heure. Et l'abbé Roussel murmura cette prière. Saint Joseph. Avec pleine confiance, prions le Seigneur. Donc, en silence maintenant, et prenons à fond le courrier et l'ascension. Dieu de leur lancer un vibrant et immense pipi. Surtout l'Égypte, la nostalgie de son pays, Madame Dossier. Action. Oh là, papy, j'ai fini l'histoire du père Favreau. Ah, c'est bien, Alex. Et alors?
C'est une belle histoire. Tu sais à quoi ça me fait penser, papy? À la vie d'un héros. Et pour toi, c'est quoi un héros? C'est quelqu'un qui a une vie exceptionnelle. Eh bien, c'est tout à fait ça. Le père Favreau a consacré sa vie à Dieu et aux autres. Et les autres, ce sont tous les jeunes du Château des Vaux avec qui il a partagé sa vie pendant 50 ans. Alors, comme Johnny, on peut dire « On a tous en nous quelque chose du père Favreau ». Pour résumer ce qu'était le père Favreau, je vais prendre une image maritime. Parce que le père Favreau était... fils de marin. Fils de marin. Tu sais ce que c'est qu'un phare? Bien sûr, je sais qu'un phare sert à indiquer la bonne route au bateau. Eh bien voilà, le père Favreau pour nous, c'était notre phare, notre guide, la lumière qui nous indiquait le chemin à suivre pour réussir sa vie. Et c'était quelqu'un de super dynamique, très optimiste, et en plus il était communicatif. Il participait à tout, il était de tous nos projets. Et de plus, il nous donnait chaque fois l'envie de se surpasser. Par exemple, la comédie musicale. Jonathan. Oui, dès le début, il a balayé d'un revers de manche toutes les difficultés en me disant « si c'est bon pour les jeunes, alors vas-y, fonce ». Et alors? Alors on a foncé et tout le monde, ainsi boosté, a donné le maximum de lui-même. Et ce fut un résultat magique. Et ben alors, il faut lui dire un grand merci. Allez, viens, mamie, dire merci. Et vous, les anciens, avec nous, on applaudit bien fort. Il en a pris un chez lui, et puis ses camarades l'ont rejoint. Mais alors, très vite, il s'est dit, il faut absolument que je trouve un endroit pour en recueillir d'autres. Et il a acheté dans le village d'Auteuil, car à ce moment-là, Auteuil, c'était un village, une villa abandonnée. Alors, avec ces enfants-là, il a retapé cette maison qui tombait en ruine. Ça pleuvait, on couchait en mettant des bassines pour l'eau. Et puis petit à petit, alors, il s'est dit, il faut absolument donner un apprentissage à ces enfants parce que à cette époque-là, l'apprentissage n'était pas organisé. Et c'est comme ça qu'a démarré les orphelins apprentis d'Auteuil.